Bonjour et bienvenue à ce webinaire du CSTB sur le retour d'expérience sur la construction du village des athlètes des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc, on va attendre les quelques personnes qui vont arriver en attendant quelques consignes au niveau du webinaire. Donc, c'est un webinaire qui va être enregistré. Donc, il y aura un replay qui sera disponible pour ceux qui ne peuvent pas le regarder complètement ou pour ceux qui souhaiteraient partager par la suite le webinaire. Un temps de questions-réponses sera mis en place à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans l'onglet questions. Nous y répondrons à la fin. Et il y aura également la présentation qui sera envoyée à l'ensemble des participants. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez accès aux documents suite à ce webinaire. Ce webinaire durera à peu près 45 minutes, donc on va avoir une trentaine de minutes, 30-35 minutes sur la partie justement exposée, et il y aura ensuite 10-15 minutes de questions-réponses en fonction du nombre de questions qui seront posées. Pour ce webinaire, je serai accompagné d'Élodie Masset et d'Émilie Oran. Élodie, je vais te présenter en quelques mots. Bonjour à tous, donc Élodie Massé, chef de projet économie circulaire au sein de la direction économie et ressources du CSTB. Émilie. Bonjour, moi c'est Émilie Oran, je suis responsable de domaine biosourcé au sein de la direction enveloppe du bâtiment. Merci. Et moi-même, donc Jérémy de Oliveira, adjoint au chef de division du CSTB Formation. Pendant ce webinaire, qu'allons-nous voir? Donc, nous allons d'abord introduire le sujet pour recontextualiser justement ce dont on va parler. On aura ensuite une partie sur les grands enjeux, une partie sur l'ambition de la construction du village des athlètes, une partie sur la suite, donc l'héritage de ce projet, et on terminera par une présentation de l'offre de formation justement afférente au sujet lu, à savoir la transition écologique, l'économie circulaire et les différents sujets qui sont traités pendant ce webinaire. Nous terminerons par un jeu de questions-réponses. Juste avant de démarrer, je voulais juste présenter le CSTB Formation qui est à l'origine donc de ce webinaire. CSTB Formation qui est l'organisme de formation du CSTB et donc qui propose auprès des salariés du secteur du bâtiment et de la ville un panel de formation autour de 8 grandes thématiques, à savoir la transition écologique, l'économie circulaire, la transition numérique, ou encore la réglementation, la conduite d'opération, les produits et procédés techniques, la qualité de vie et la prévention des pathologies. Des formations qui peuvent être administrées selon différents formats, soit au format présentiel en salle, le format le plus répandu, mais aussi en format digital, en classe virtuelle ou en formation sur mesure pour les entreprises qui auraient des besoins spécifiques. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du CSTB Formation, www.cstb.fr ou formation si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Donc, nous allons démarrer ce webinaire. Je vais donc passer la main à Élodie pour la première partie sur les enjeux. Merci Jérémy. Alors donc le village olympique est donc situé à cheval entre les communes de Saint-Denis, Saint-Ouen. Ça défile pas les slides, Jérémy? Est-ce que c'est normal? Donc Saint-Ouen et l'île Saint-Denis. Donc il a accueilli les sportifs pendant la période des Jeux. Il a été construit spécifiquement pour ça. Donc on a un volume construit qui est très conséquent. Et donc évidemment beaucoup de questions environnementales qui se posent autour de cette construction. Donc au niveau, est-ce que là on voit tu peux mettre après la slide 6, s'il te plaît. Donc, pour répondre à ces grands enjeux, dans le cadre de toutes les différentes constructions liées au JO, donc c'est la slide d'avant, la Solideo a trois lignes stratégiques. Donc, la réduction des émissions carbone pour tendre à la neutralité en 2050, pardon. Donc, le fait d'assurer aussi le confort thermique en ville en 2050 également, et puis de renforcer en fait la biodiversité au travers d'espaces dédiés dans la ville pour en faire un vrai support de la biodiversité. Donc dans le cadre
des constructions de la Solideo, on aura un gros focus sur les constructions bas carbone avec un recours accru au bois. Donc là, Émilie reviendra là-dessus plus tard dans la présentation. Donc sinon, on a une création de différents espaces verts qui permettent donc à la fois de favoriser la biodiversité, mais aussi de limiter les effets d'îlots de chaleur urbains. Donc voilà, pour pouvoir avoir des espaces qui soient vivables par forte chaleur. Et puis, là, je vais y revenir plus précisément. Il y a eu un volet économie circulaire très poussé sur différents sujets lors des constructions. Donc sur le village olympique, donc en fait on va parler de plusieurs aspects de l'économie circulaire. Quand on pense économie circulaire, enfin quand on dit économie circulaire, on pense souvent réemploi ou recyclage. Alors ça en fait partie évidemment, mais il n'y a pas que ça. Donc tout ce qui va être réemploi ou recyclage, ça on va s'intéresser à l'existant, voir comment on peut valoriser en fait l'existant qu'on va rénover ou déconstruire. Mais ça permet également d'avoir une réflexion sur les nouveaux projets et la façon dont on va les concevoir pour pouvoir finalement mieux penser soit le réemploi des composants ou soit en fait, plus largement prolonger la vie d'un ouvrage pour pouvoir le faire évoluer avec le moins de travaux possibles, finalement le moins d'impact possible. Donc on va avoir une démarche d'éco-conception à l'échelle de l'ouvrage où on va réfléchir à son cycle de vie, aux besoins futurs, une réflexion sur les produits aussi, comment on va mieux concevoir les produits pour en fait rentrer dans une boucle vertueuse. Donc là, dans le cadre du village olympique, on va revenir sur ces différents aspects. Alors sur le volet réemploi, on a un réemploi à 3 phases différentes en fait du projet. Est-ce que tu peux passer la slide s'il te plaît, Jérémy? En fait, donc on va avoir en fait ce qui est important de comprendre le réemploi, c'est qu'on a à la fois le réemploi de l'existant. Donc là, dans le cadre du village olympique, on vient construire sur une friche industrielle existante. Donc, il y a eu toute une phase de déconstruction. Donc, dans cette phase, il y a eu une démarche de réemploi. Ensuite, on vient intégrer aussi des éléments de réemploi aux nouvelles constructions et on réfléchit au réemploi dans le futur, en fait, dans le cadre de la phase héritage, des différents éléments. Donc, pour la déconstruction, la première étape indispensable. Alors, c'est un diagnostic ressources à l'époque parce qu'on n'était pas encore à un temps où le diagnostic PEMD, produits, équipements, matériaux, déchets, était obligatoire. Donc là, c'était plutôt de l'ordre du volontaire. L'idée de ce type de diagnostic, c'est de venir identifier les ressources qui ont un potentiel de réemploi ou de réutilisation et de leur éviter un passage par le statut de déchet. Donc, dans le cadre des constructions sur le site du village olympique, on a eu 900 tonnes de produits réemployés, donc via Bacacia qui était missionné pour ce sujet. Donc, notamment dans le réemploi qui a été réalisé, il y a eu des sanitaires, des fenêtres. Et puis, alors là, on n'est plus complètement dans le réemploi, on parle plutôt de recyclage, mais on a 35 000 tonnes de béton qui ont été concassées sur place pour les voiries. Et en fait, c'est pas anodin parce que le béton, enfin même si bien sûr on vient dégrader quelque part l'usage quand on casse le béton, comme c'est toujours un transport, enfin c'est lourd, donc en termes de transport, ça coûte cher environnementalement parlant. Donc le fait de pouvoir le valoriser sur place, c'est très bénéfique pour le projet. Ensuite, on a eu aussi des matériaux issus de réemploi intégrés dans les constructions. Donc 95% notamment des revêtements de sol ont été issus du réemploi. Donc là, dans les logos que vous voyez, il y a Texiflore et Orac notamment qui sont deux acteurs spécialisés dans le réemploi de sols souples. Donc ils ont vraiment mis en place des process pour fiabiliser le réemploi en particulier de moquettes, mais on a également
maintenant d'autres types de sols souples aussi qui peuvent être réemployés, donc qui sont nettoyés, remis en œuvre, etc. Et puis, enfin, lors de la phase héritage, alors là, on est en plein dedans, hein, la transformation du village, c'est pas encore enfin voilà, c'est pas finalisé. Mais l'idée, c'était d'avoir des éléments facilement réemployables. Donc, sur tout ce qu'on savait temporaire, en fait, il y avait un objectif de 75% d'éléments réemployables. Il y a eu un travail d'innovation sur l'éco-conception de cloisons en vue d'un réemploi à grande échelle, en fait, donc, parce que on va y revenir juste après, mais on a une conception assez particulière du fait du caractère éphémère du village des athlètes. Et puis, donc, il y a eu plusieurs marchés lancés pour la mise en œuvre du réemploi post-JO avec des missions dédiées. Et il faut savoir que pour la Solidéo, mais aussi Paris 2024 en général, l'économie circulaire était un sujet très important. Et il y a eu des nouveaux rôles dédiés à la mise en place de l'économie circulaire. Au sein de Paris 2024, il y avait vraiment une personne dédiée à temps plein à l'économie circulaire. Voilà, donc ça, c'était une démarche forte. On peut avancer, Jérémy, s'il te plaît. Et alors, par rapport donc à l'aspect plus d'anticipation maintenant des besoins futurs, donc on a un contexte particulier du village olympique parce qu'on a une première vie à durée déterminée. Donc, on sait qu'on a construit donc, des logements atypiques, donc adaptés aux sportifs, donc c'est-à-dire pas de cuisine, plus de chambres que la normale. Par rapport à des logements classiques. Et puis, on avait un besoin accru aussi de salles de bain. Et donc, on avait un besoin d'une transformation à très court terme vers des logements familiaux ou étudiants. Et il y a une mesure très importante qui a permis en fait de faciliter cette démarche, donc une mesure réglementaire, parce que la technique c'est une chose, mais la réglementation fait aussi beaucoup dans les possibilités sur l'évolution du bâti. Et il y a eu la mise en place d'un permis de construire à double état. Donc c'était vraiment spécifiquement dans le cadre des JO. Et en fait, ce permis à double état a permis en fait de prévoir la transformation. Jérémy, il y a un bug dans les slides, a permis donc de prévoir la transformation, en fait d'anticiper finalement la transformation vers le nouvel usage pour qu'il n'y ait pas de complexification en fait administrative entre les deux états. Donc ça facilite déjà grandement la modification. Et ensuite sur les mesures spécifiques mises en œuvre, donc slide suivante. Là, en fait, on a eu notamment des salles de bain modulaires mises en œuvre, donc à la fois pour permettre de répondre à la demande accrue de salles de bain et donc pouvoir être démontées à la fin des JO. Et ça permettait aussi d'anticiper des arrivées d'eau qui seront utilisées pour les cuisines. Donc, en fait, on aura voilà, une modification de l'usage. Donc, on enlève des blocs salles de bain. On met des cuisines à la place. Et après, il y a eu une innovation aussi en partenariat avec Saint-Gobain sur des cloisons de placo sans joint pour faciliter le réaménagement. À la fois faciliter le réaménagement, donc sans détruire tout, par exemple les revêtements de sol, etc. Mais aussi pour permettre ensuite de réemployer les éléments de cloison démontés. Voilà, donc je passe la parole à Émilie. Du coup, nous, on va aborder le sujet de l'ambition de la construction du village des athlètes. Donc, le défi à l'origine, ça a été de fiabiliser les constructions à ossature bois pour des bâtiments de grande hauteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le village des athlètes, la plupart des bâtiments construits avaient une hauteur supérieure à 28 mètres, étaient en construction bois au moins au niveau de l'enveloppe du bâtiment, mais ça pouvait être aussi des structures bois. On avait des poses de revêtement de façade sur des façades à ossature bois également. Et il y avait un souhait de faire de la préfabrication qui est poussé très loin jusqu'à
la mise en œuvre des menuiseries et des revêtements extérieurs en atelier. Donc, pour répondre à tout ça, on a mis en place en fait un schéma avec les différents acteurs de façon à pouvoir répondre à ce projet ambitieux. Et du coup, on a finalisé le village des athlètes avec 46 bâtiments construits. Ça représente plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés de façade à ossature bois. Et en fait, ça correspond à 24 ATEX délivrés pour le village des athlètes. Tu peux passer. Donc, du coup, l'expérimentation qu'on a développée dans le cadre des JO 2024, tout d'abord, c'est de s'engager auprès de la Solideo pour les accompagner avec les compétences et l'expertise du CSTB, et également en s'appuyant sur un partenariat avec le bureau de contrôle Socotec, France Bois 2024 et Adif Bois, et également avec le soutien donc, du Codifab et France Bois Forêt pour tout ce qui est domaine des constructions, des opérations de construction en fait, prévues pour les JO. Vas-y. Ensuite, ça a été d'anticiper. Donc, comme l'a dit Elodie, en fait, nous, on a été consultés dès la phase du dépôt des permis de construire. Donc, on a travaillé donc, avec la Solideo et avec les différents acteurs afin d'identifier les produits et les procédés innovants qui allaient être mis en œuvre sur le village des athlètes, notamment tout ce qui était construction bois, intégration de matériaux biosourcés dans les façades et aussi sur tout ce qui était revêtement extérieur. On a travaillé aussi pour faciliter l'appropriation par les équipes de maîtrise d'ouvrage de ces techniques non traditionnelles. Et également, on a fait toute l'analyse des permis de construire pour identifier ces techniques et identifier aussi celles qui étaient le plus représentatives qui étaient le plus souvent demandées sur les différents bâtiments. Parce qu'on ne pouvait pas viser l'ensemble des techniques avec ce travail en amont. Donc ensuite, on a toujours en collaboration avec les différents acteurs, on a rédigé des documents d'aide à la conception. Donc ces documents, ils ont pris la forme de guides. Donc, c'est des guides de prescription technique pour la conception, la fabrication et la mise en œuvre. Donc, il y a 2 guides pour la partie enveloppe. Donc, un guide d'aide à la conception d'éthiques, donc sur construction et façade à ossature bois, et un autre guide pour les bardages rapportés en bardeaux de terre cuite. Donc, ces guides ont facilité l'obtention des ATEX en phase exécution. Et donc, il y a un 3e guide qui a été publié pour les receveurs de douche accessibles sur plancher bois. Donc, dans le cadre des évaluations, donc, comme je vous ai dit, on a fait 24 ATEX pour l'ensemble des bâtiments du village des athlètes. Il y avait un seul comité d'experts, donc on n'a pas étudié les 24 ATEX le même jour, mais en fait, on avait un comité d'experts où les experts étaient identiques à chaque fois et on réunissait pour chaque demande d'ATEX ce même comité de manière à avoir un jugement uniforme sur l'ensemble des dossiers. Donc, du coup, maintenant, on est rentré en fait dans la phase héritage à la suite des Jeux Olympiques. Et donc, ce qu'on peut nous en retirer,
c'est d'avoir eu un apprentissage expérimental sur les appréciations techniques d'expérimentation, donc les ATEX, et de façon à créer des conditions pour avoir un véritable retour d'expérience sur le village des athlètes. En fait, dans le cadre des constructions, notamment celles qui intègrent les éléments biosourcés, on a mis des capteurs de façon à suivre tout ce qui était humidité, température dans les parois. Et donc, on a eu un suivi de ces constantes dans la vie de l'ouvrage, en fait, pendant la phase des travaux et pendant aussi la phase d'occupation au moment de l'occupation des athlètes. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que suite à la réalisation de ces bâtiments, on est en train de réviser les 2 guides pour les éthiques et du coup les bardages ventilés sur façade à ossature bois. Et donc là, on travaille avec les différents acteurs qui ont pu être présents sur la construction du village des athlètes, notamment les bureaux de contrôle qui ont été présents, donc c'est Socotec et BTP Consultants, et on travaille également avec le Club des industriels, le FCBA. Donc ces guides, normalement, cette version 2 des guides devrait être publiée début 2025. Voilà. Et donc, pour revenir à l'héritage plus large du coup du village des athlètes en lui-même, donc tout le village des athlètes est vraiment destiné à devenir un nouveau quartier, donc avec des logements bien sûr, donc 2800 nouveaux logements prévus, puis également tous les services nécessaires à la vie d'un quartier, donc à la fois des commerces, des équipements scolaires également, donc 2 groupes scolaires, 2 crèches, un lycée, des équipements sportifs, et puis ensuite donc il y aura aussi énormément d'espaces verts, donc support de la biodiversité, et puis qui permettra la lutte contre les îlots de chaleur urbains. Donc là, on est vraiment, en fait, on a une vision de ces JO qui ont servi à développer un quartier qui va vivre, contrairement à, on peut penser à des sortes de villages fantômes ou équipements fantômes qui ont pu être construits dans le cadre d'autres JO par le passé. Donc là, l'idée, on a pris l'exemple du village des athlètes, mais c'est vrai que c'était le cas aussi pour toutes les constructions nécessaires, tous les équipements nécessaires au jeu. Il y a eu un gros effort de soit réemploi d'équipements déjà existants et d'adaptation, soit de construction d'équipements qui seront utilisés par la suite. Je te passe la parole, Jérémy. Merci à vous deux pour ces explications sur cet héritage. N'hésitez pas, pour ceux qui ont des questions, à commencer à les poser dans le bloc questions. On pourra y répondre juste après. Donc, si vous avez des interrogations, besoin de précision sur ce qui a été dit, vous pouvez directement poser vos questions à l'écrit. On se fera un plaisir d'y répondre juste après. On a vu que justement, plusieurs compétences étaient nécessaires pour pouvoir aborder ce type de projet. Et on souhaitait vous présenter justement une sélection de formations que le CSTV Formation propose autour de ces sujets-là, c'est-à-dire sur les sujets d'accompagnement, par exemple au réemploi, sur les sujets comme on a vu d'éco-conception, d'intégration de l'éco-conception dans ces projets, de l'éco-conception des produits et de tout ce qui était aussi autour des sujets des matériaux biosourcés et géosourcés. Donc, si vous avez besoin pour vous, pour vos équipes, au sein de votre entreprise, de compétences supplémentaires sur ces sujets, n'hésitez pas à aller voir sur notre site justement les différents programmes, les différentes dates proposées. Une nouveauté aussi pour 2025 qui va être comment mettre en avant le réemploi et proposer des solutions locales dans son diagnostic EMD. Voilà, nouveauté 2025. Vous pouvez aussi voir le programme et les dates pour 2025.
On va pouvoir passer à la partie questions-réponses, justement. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions. Au niveau du replay de ce webinaire, il sera disponible sur la chaîne YouTube du CSTB Formation avec l'intégralité des anciens webinaires et des anciennes interviews qui ont été réalisées. Donc, si vous avez besoin et envie d'en savoir un petit peu plus sur d'autres sujets, n'hésitez pas à aller consulter la chaîne YouTube ou le site Internet. Au niveau des questions, donc on a une première question sur est-il prévu l'édition d'un retour d'expérience qualitatif et quantitatif, en particulier concernant le volet réemploi? Alors du coup, oui, ça sera à suivre. Alors ça ne sera pas chez nous, mais forcément que la Solidéo établira ce bilan-là. Donc oui, mais là, comme on est en cours de transformation du village, on n'a pas encore ces informations-là, mais ça sera intéressant d'avoir en effet les conclusions de ce qui a été réellement réalisé lors de la phase héritage. Merci. On a une autre question importante qui est liée au coût. Est-ce qu'on a un estimatif du coût du réemploi sur ce projet-là ou de manière générale? Qu'est-ce que implique sur le plan financier ce type de démarche? Alors, quelle démarche sur le réemploi? Exactement. Sur le réemploi, globalement, en fait, c'est assez difficile. Enfin, là, nous, on n'a pas forcément les informations pour les coûts sur cette opération. Après, de manière générale, c'est toujours un peu pareil. Quand il y a certains éléments, certains types de gisements qui fonctionnent bien aujourd'hui en réemploi. On maîtrise assez bien le reconditionnement, la remise en œuvre dans un autre projet. Et sur certains types de gisements, on sait qu'on arrive aujourd'hui à une certaine, on va dire, une certaine stabilité économique. Souvent, donc c'est pas moins cher que du neuf, mais on peut s'y retrouver après sur des éléments qui vont être un peu plus critiques et sur lesquels on va avoir à refaire plus d'essais dès qu'on va parler d'éléments de structure, de façade, tout ça, ça va être quand même une démarche plus lourde aujourd'hui et on aura sûrement quelques surcoûts. Après, voilà, il ne faut pas non plus, à l'échelle d'un projet, c'est pas forcément énorme et c'est au cas par cas, donc il faut vraiment étudier au cas par cas les scénarios et puis aussi se baser en fait sur des retours d'expérience de choses qui ont marché parce que on a vraiment des exemples de filières qui se sont structurées. Quand on parlait il y a quelques années de réemploi de faux planchers, bon, c'était quelque chose de nouveau. Là, ça fait plus peur à personne et il y a pas de, il y a pas de complexité en fait. Si maintenant la complexité c'est de trouver des gisements parce que c'est trop demandé. Voilà. Donc en fait, c'est sûr que c'est nouveau. Donc comme tout ce qui est nouveau, il faut faut le temps que ça se mette en place, mais ça se stabilise, notamment même dans la dépose soignée. Il y a quelques années, la dépose soignée, on avait tout type de prix. Aujourd'hui, on peut observer des prix beaucoup plus stabilisés d'une entreprise à l'autre. Merci. On a une question par rapport à ce qui est abordé tout à l'heure, la pose de capteurs pour justement étudier les comportements et avoir des données. Est-ce que ces capteurs vont perdurer en fait et est-ce qu'on va avoir une analyse un peu plus dans la durée du comportement justement lié à ces capteurs et aux données qu'on aura pu récupérer? Alors, les capteurs vont rester parce qu'ils sont dans les murs aujourd'hui et ils sont toujours en fonctionnement, mais en fait, ils vont entre guillemets mourir de leur propre mort parce que ils ont une batterie et c'est la durée de vie de la batterie qui va limiter la prise de mesure dans les parois. Mais pour le moment, ils fonctionnent toujours. Donc, on a toujours des relevés de température et d'humidité dans les parois. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a eu des humidités importantes lors du chantier, des phases chantier.
et ces humidités sont revenues à la normale et aujourd'hui sont plutôt stables dans la vie de l'ouvrage normal en fait. Merci. Question liée à la garantie, c'est un grand sujet sur le secteur du réemploi et de l'assurabilité. Quelle garantie y a-t-il sur les produits en recyclage? Garantie sur les produits en recyclage. En fait, alors là, c'est un peu, le recyclage. Enfin, je ne sais pas si la question c'est vraiment recyclage ou réemploi, parce qu'en fait, sur le recyclage, c'est un peu différent, donc parce que c'est les fabricants qui vont accepter une nouvelle matière première pour la réinjecter dans des nouveaux produits. Donc, on va dire qu'on n'aura pas les mêmes questionnements. En fait, on va plutôt, enfin, on aura bien sûr toute une question de qualification de la matière en amont. Et là-dessus, il n'y a pas forcément. C'est très 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 dépendant du type de matière que ça va être. Donc bien sûr, il y aura des enjeux sanitaires, vérifier que la matière en entrée n'est pas polluée. Après, il y a une constance de qualité, etc. Mais par contre, une fois que cette matière elle est acceptée par le fabricant, au niveau de la garantie, il y aura a priori aucune différence. Enfin, quand on intègre de la matière recyclée, on l'intègre à des produits entre guillemets classiques et on va repartir ensuite sur le même régime qu'un produit neuf. Et sur la partie réemploi, si on parle de réemploi, est-ce qu'il y a Sur la partie réemploi, en fait, alors il y a plusieurs choses. Donc, soit on a des garanties soit ça peut être un centre de reconditionnement qui va s'engager en fait sur une garantie, par exemple, pendant 2 ans d'un équipement, enfin d'un produit qui va normalement être soumis à une biennale. Ou après, sinon, pour tout ce qui va être assurabilité en général, il y a une estimation des risques par l'assureur et on va, en fait, ça va être du cas par cas. Il va falloir finalement justifier que le produit est apte à être réemployé et l'assureur va pouvoir accepter d'assurer un ouvrage. On ne va pas forcément parler de garantie produit. Enfin, la garantie produit, c'est si on a un centre de reconditionnement qui reconditionne, qui revend des sanitaires. Là, il peut garantir les sanitaires ou autres. Merci. Autre question au niveau des normes. Donc, comment adapter des logements temporaires construits avec certaines normes en logements collectifs avec des normes différentes? Est-ce que les normes étaient différentes et comment justement on puisse faire ce changement un petit peu entre des logements temporaires et des logements collectifs en termes de réglementation? Ouais. Alors, honnêtement, là, je n'ai pas forcément tous les détails, mais ça, c'est sûr que dans toute conception évolutive ou réversible, là, on doit en fait poser tout le cadre. Donc, on sait quelles normes on applique pour le premier scénario, puis pour le scénario transformé. Et on va appliquer, globalement, on applique des doubles contraintes, quoi. Donc après, il n'y a pas toujours... ça dépend, hein, les contraintes, il n'y en a pas toujours beaucoup plus d'un côté que de l'autre. Là, je n'ai pas forcément toutes les réponses sur ce qui apprécie. Mais par exemple, quand on fait la réversibilité du relogement, là, on va faire des dimensionnements qui vont permettre de s'adapter aux réglementations feu plus contraignantes pour les logements, par exemple, sur certains points. Après, on va avoir aussi des organisations différentes sur les réseaux dans les bureaux et des types d'équipements différents à prévoir, donc des réservations plus importantes. Donc voilà, il y a vraiment ce travail en amont de conception. Donc c'est un travail, c'est sûr, c'est un travail supplémentaire de conception. Par contre, au moment de la transformation, les coûts peuvent être très très limités si c'est bien pensé. Merci. Une question liée au confort d'été. Est-ce qu'on a des retours d'expérience justement sur le confort pendant cette période? Et y a-t-il des résultats qui seront communiqués ultérieurement sur cet aspect-là? Alors, de notre côté, forcément.
Après, je pense que cet été, il n'a pas fait très chaud. Donc, en vrai, ça serait intéressant de suivre Enfin, je pensais que cet été était le meilleur exemple de test pour vérifier qu'on avait des bons dispositifs pour le confort d'été. Mais après, voilà. Enfin, là, pour le coup, nous, c'est pas dans nos mains, mais enfin, je pense que oui, il y a probablement des suivis qui sont faits et il y aura des résultats à suivre par la suite. Et surtout dans la configuration finale, ce sera ça le plus important, enfin le plus intéressant finalement, parce que pour la configuration juste JO, c'était peut-être pas enfin c'est pas représentatif. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les bâtiments des JO n'étaient pas climatisés. La partie thermique, c'était simplement de la ventilation double flux qu'on avait dans les logements. Et du coup, j'ai vu une question qui disait que les athlètes s'étaient plaints qu'il faisait trop chaud dans les bâtiments. Après, c'était peut-être des personnes qui avaient l'habitude d'avoir des logements climatisés et du coup de ne pas avoir aujourd'hui ce qui était envisagé dans les bâtiments des Jeux Olympiques, enfin du village olympique, c'était d'avoir un delta à peu près de 5 degrés entre l'intérieur et l'extérieur des bâtiments. Ouais, c'est vrai que par rapport au confort d'été, enfin la climatisation, tout ça, c'est très culturel. Enfin, dans certains pays, on a besoin de climatiser à fond, alors que enfin, bon, moi, personnellement, si je voyage dans certains endroits, j'ai beaucoup trop froid quand je suis en intérieur, alors qu'il fait très chaud à l'extérieur. Donc là, il y a aussi une acculturation à faire. Il faudrait des critères plus objectifs pour faire un retour d'expérience. Merci. Autre petite question liée aux ATEX. Est-ce qu'il y a eu ou est-ce qu'il y aura des ATEX liés à cette expérimentation? Alors, sur la partie réemploi ou sur la partie... c'est aujourd'hui les bâtiments... Sur la partie, en fait, sur la partie réemploi, normalement, non. Non, je pense pas dans le cadre des JO. Non. Par contre, on a déjà fait des ATEX pour du réemploi en éléments verriers, par exemple. Où on réutilise des éléments verriers qui ont servi dans une première vie et on vient les mettre en œuvre différemment sur un ouvrage, un nouvel ouvrage. Et dans ce cas-là, on peut faire des ATEX avec des matériaux de réemploi. Merci. On va prendre les dernières questions. Donc, n'hésitez pas si vous en avez une, c'est le moment. Est-ce qu'on a une idée du calendrier prévisionnel pour la suite? Quand est-ce que sera finalisé justement le changement d'affectation des logements? Je crois que c'est la livraison du coup des logements du village des athlètes. Je crois que c'est début 2026. Donc, là, ils ont commencé à vider du coup les bâtiments d'habitation, pas d'habitation des athlètes. Et donc, il va falloir du coup à peu près un an pour convertir les appartements des athlètes en appartements réels, quoi. On a d'autres questions plus spécifiquement liées au réemploi ou à l'économie circulaire. Sinon, on va clôturer ici notre webinaire.
On avait une question sur les matériaux qui devaient être utilisés. Est-ce que tous les matériaux ou toute la quantité de matière utilisable a pu être réutilisée? Et sinon, est-ce qu'elle a pu être réaffectée sur d'autres chantiers? Bon, c'est pas. Alors, ça sera forcément pas tout, enfin pas 100%. Après là-dessus, très franchement, comme les travaux sont en cours, etc., ça on peut pas répondre tout de suite là-dessus. Donc voilà, faudra attendre le bilan. Parfait. Merci à vous. Merci d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas à partager le lien qui vous sera envoyé pour le replay pour ceux qui souhaitent justement partager ce retour d'expérience. Et n'hésitez pas à consulter le site du CSTB si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les différents projets qui y sont menés. Merci Elodie, merci Émilie pour ce temps que vous nous avez consacré. Merci. Bon après-midi à tout le monde. Merci. Bon après-midi.